As-tu déjà eu la sensation de porter le monde sur tes épaules, de tout percevoir, de tout sentir, de tout supporter, alors que presque personne ne te voit vraiment? Et si je te disais que cela n'est pas une faiblesse, mais un pouvoir endormi, un don qui, une fois éveillé, transforme ta vie et celle de tous ceux qui t'entourent? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ta sensibilité jamais n'a été un défaut et comment elle peut devenir ta plus grande force. Que se passe-t-il lorsque l'empathie cesse d'absorber et commence à refléter? La réponse peut changer complètement la manière dont tu te vois. Reste avec moi jusqu'à la fin, car quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Pendant de nombreuses années, peut-être toute ta vie, tu as pu sentir qu'il y avait quelque chose de mauvais en toi. Tu sentais trop, tu percevais trop, tu souffrais pour les autres, souvent sans que personne ne réalise à quel point cela t'épuisait intérieurement. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été faible. Tu n'as jamais été trop sensible. Ce que tu portais était un don puissant, un radar émotionnel si affûté que, pour des yeux ordinaires, il pouvait sembler presque surnaturel, mais il ne l'était pas. C'était simplement toi, entier, intuitif, attentif, présent. Carl Jung, celui qui a consacré sa vie à comprendre les mystères de l'esprit humain, savait cela. Il ne voyait pas les empathes comme des âmes fragiles condamnées à souffrir. Au contraire, il les appelait des géants endormis, des personnes avec une force si immense que, pour que le monde puisse les supporter, il a fallu les convaincre que leur sensibilité était un défaut. Et pendant de longues années, tu as cru cela. Tu as cru que tu étais le problème, que tu devais te taire, te diminuer et te modeler pour que les autres restent à l'aise. Mais que se passe-t-il lorsque ce géant s'éveille? Lorsque l'empathie cesse enfin d'absorber toute la douleur des autres et commence à utiliser son pouvoir en conscience, tout change. Ce n'est plus être le soutien silencieux, le pilier émotionnel de la famille, le pacificateur de tous les conflits. C'est voir avec clarté, agir avec intention et rester fidèle à sa propre vérité, même si le monde ne sait pas comment gérer cela. Jung a passé des décennies dans son cabinet à observer ce schéma. Des personnes qui arrivaient épuisées, portant des blessures invisibles, avec cette sensation de ne plus rien avoir à offrir. Et ce qu'il a découvert était à la fois effrayant et libérateur. Ces blessures n'étaient pas seulement émotionnelles, elles étaient structurelles. Elles étaient le résultat d'une vie entière vécue pour les autres, dans des environnements où être soi-même était dangereux, où sentir trop était perçu comme une faiblesse, où poser des limites signifiait être rejeté. Depuis l'enfance, les empathes apprennent à lire l'ambiance avant même d'apprendre à lire des mots. Ils savent reconnaître l'humeur du père à la façon dont il ferme la porte. Ils savent que la mère est triste uniquement au ton de son bonjour. Cette hypersensibilité ne naît pas du hasard. C'est une adaptation, une stratégie de survie. Au lieu de jouer, l'enfant empathe s'inquiète de maintenir l'harmonie de la maison, d'être parfait pour éviter les disputes, de prendre soin de tout ce qui ne devrait jamais être sa responsabilité. Et ainsi, il grandit. Il devient l'adulte fiable, gentil, toujours disponible. Celui qui résout, qui écoute, qui aide, et qui, derrière le sourire calme, vit épuisé, vit invisible, vit comme une pièce essentielle de système brisé, sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. Mais ce que Jung a découvert, c'est que cela n'était pas de la noblesse, c'était du trauma, une réponse apprise à la douleur, une manière de ne pas être rejeté, de continuer à appartenir, un comportement qui dit « si je suis utile, on m'aimera, si j'arrête de donner, on me jettera ». Alors tu donnes, et donnes, et donnes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais il arrive toujours un moment où quelque chose se brise. Cela peut être une trahison profonde, un mensonge que tu ressentais depuis longtemps mais refusais de voir, un partenaire qui te trompait depuis des années, un père qui utilisait ta vulnérabilité comme une arme, un ami qui a exposé tes secrets par amusement. Et alors, tout ce que tu faisais semblant de ne pas savoir apparaît devant toi comme un coup de poing. La douleur de la vérité t'oblige enfin à voir ce qui a toujours été là. Tu as été utilisé, tu as été manipulé. Et ta bonté, ton empathie, ton don ne guérissaient personne. Ils permettaient des abus. C'est à ce moment que naît ce que Jung appelait l'activation, quand l'empathe s'éveille, quand il cesse de nier sa perception, quand il comprend que sa sensibilité n'était pas de la paranoïa, mais de la précision, que les moments où il a été qualifié de trop intense étaient précisément ceux où il voyait clairement ce que les autres voulaient cacher. À partir de là, quelque chose change profondément. L'empathe cesse de réagir émotionnellement et commence à agir stratégiquement. Il commence à se faire confiance, à son intuition,
à son instinct, à sa lecture subtile des gens et des situations. Et c'est là que tout change. Il cesse d'être la cible facile des manipulateurs. Il cesse de porter des culpabilités qui ne sont pas les siennes. Il cesse de tomber dans le piège du gentil que tout le monde adore, du moment qu'il continue à se sacrifier en silence. Alors quand l'empathe cesse d'absorber la dysfonction des autres et commence à la refléter, sa présence devient transformatrice. Jung observait que ces personnes éveillées deviennent des miroirs vivants. Elles ne confrontent pas, ne crient pas, ne s'imposent pas par la force. Elles cessent simplement de participer à la dysfonction. Elles maintiennent leurs limites avec fermeté, sans culpabilité. Et rien que cela suffit à faire s'effondrer les systèmes autour d'elles. Les familles se réorganisent, les amitiés se révèlent, les partenaires toxiques montrent leurs véritables intentions. Et tout cela sans que l'empathe ait besoin de bouger davantage que lui-même. Cette présence silencieuse, lucide, inviolable, est ce que Jung appelait l'effet purificateur. L'empathe activé ne cherche plus l'approbation extérieure, car il a enfin compris qu'il n'a pas besoin d'être aimé par ceux qui l'ont blessé pour se sentir digne. Il l'est déjà. Et désormais, sa bonté ne naît plus de la peur mais de la force. Il choisit quand et avec qui être gentil. Il sait quand on essaie de le manipuler et refuse de jouer le jeu. Et ici se trouve peut-être la partie la plus difficile et la plus libératrice de tout ce cheminement. L'empathe éveillé n'est plus la même personne. Et cela dérange. Cela dérange la famille qui s'était habituée à déverser sur lui ses frustrations. Cela dérange les amis qui utilisaient son écoute comme dépôt de leurs angoisses. Cela dérange le partenaire qui se nourrissait de sa tolérance. Parce que maintenant l'empathe a une voix, des limites, du pouvoir. Il est devenu souverain. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Il ressent encore, il aime encore. Mais désormais, il aime depuis la plénitude et non depuis le manque. Il offre son empathie à ceux qui la méritent et non à ceux qui l'exigent sans réciprocité. Il n'est pas devenu froid, il est devenu conscient. Et la conscience, voilà ce qui effraie ceux qui ont toujours vécu dans le contrôle du chaos. L'empathe activé n'a plus besoin de justifier ses décisions. Il ne ressent plus ce poids écrasant de devoir tout expliquer, de s'excuser pour chaque non, de se diminuer pour se conformer aux attentes des autres. Il vit simplement aligné avec ce qu'il ressent, pense et croit. Et cette cohérence entre ce qu'il est à l'intérieur et ce qu'il exprime à l'extérieur est quelque chose de trop puissant pour quelqu'un qui a passé sa vie entière à se modeler pour les autres. Il cesse de mendier l'amour et commence à attirer le respect. Et ce qui est fascinant, c'est que ce respect ne vient pas parce qu'il l'exige. Il vient parce qu'il impose une présence qui dit « ici, c'est fini. Ici, il y a une limite. Ici, il y a de la conscience. » Et avec cela, les relations se transforment. Les liens autrefois sustentés par la dépendance et la carence se dissolvent ou se réorganisent. Il n'y a plus d'espace pour les jeux émotionnels, pour les manipulations déguisées en attention, pour l'affection conditionnée à l'obéissance. Les relations superficielles s'en vont et seules demeurent celles qui sont vraies, réciproques, nourrissantes. Tout cela parce que l'empathe a cessé de se sacrifier pour maintenir des liens malades. Parce qu'il a compris qu'être aimé pour ce qu'il n'est pas revient à ne pas être aimé du tout. Cette clarté s'accompagne d'un nouveau regard sur soi-même. Pour la première fois, l'empathe commence à se voir avec ses propres yeux, et non à travers les reflets déformés que les autres utilisaient pour le maintenir soumis. Il reconnaît sa valeur, sa force, sa sensibilité comme des dons et non comme des défauts. Et cela change tout. Car en reconnaissant sa propre lumière, il reconnaît aussi son ombre. Il comprend que oui, il a déjà manipulé pour se sentir nécessaire, qu'il a accepté moins que ce qu'il méritait pour ne pas rester seul, qu'il a déjà étouffé sa vérité pour conserver un minimum d'affection. Et il accueille cela avec courage, car il sait que cela fait partie du processus de guérison. Jung appelait ce processus individuation, un chemin profond d'intégration, où l'empathe cesse d'être une caricature de bonté pour devenir un être humain entier, avec lumière, ombre, limite, amour, fermeté, vulnérabilité et pouvoir. Un être qui choisit avec conscience, qui agit avec intention, qui ressent avec profondeur, mais qui ne se noie plus dans les émotions des autres. Un être qui comprend enfin que l'empathie n'est pas une obligation. C'est un choix. Et c'est ici que commence la véritable liberté. Parce que l'empathe, maintenant individualisé, ne se courbe plus par peur de perdre. Il a déjà perdu tant de choses pour savoir que ce qui s'en va n'a jamais été vraiment à lui.
Il s'est déjà guéri de l'addiction à l'approbation. Il n'a plus besoin de se sacrifier pour prouver sa valeur. Il est, et cela suffit. Il ne s'isole pas, mais il ne s'expose plus non plus là où il n'y a pas de sécurité. Il ne se ferme pas, mais il ne s'offre plus à n'importe qui. Il se protège et il se respecte. Et cela en soi est un acte de révolution intérieure. Cette révolution n'est pas bruyante, elle est silencieuse, mais intense. Elle se manifeste dans les petites décisions quotidiennes, dans le non dit avec fermeté, dans le oui dit avec vérité, dans l'éloignement de ceux qui blessent, dans la proximité de ceux qui accueillent. Cette révolution, c'est comprendre que sentir beaucoup n'a jamais été le problème. Le problème était de tout sentir pour tout le monde, sans jamais se sentir soi-même. À présent, ce n'est plus le cas. Maintenant, l'empathe se priorise, et non par égoïsme, mais parce qu'il a enfin compris qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, qu'aimer l'autre sans s'aimer soi-même est de l'auto-sabotage, et que maintenir des liens au prix de sa propre santé émotionnelle est un prix bien trop élevé à payer. Ce nouvel empathe, éveillé, conscient, puissant, ne transforme pas seulement sa propre vie, il transforme tout ce qui l'entoure. Sa présence devient boussole, son énergie filtre, il devient un champ magnétique de vérité, d'intégrité, de lumière, et même sans dire un mot, il dérange ceux qui vivent de masques, parce que son existence révèle ce que les autres préfèrent cacher. Et c'est pour cela qu'il est, oui, redouté, mais il est aussi admiré, respecté, et surtout, enfin, libre. Et si tu es en train d'écouter tout cela et que tu te reconnais dans chaque mot, sache ceci, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Il existe une armée silencieuse d'empathes en éveil, un par un, cessant d'être les soutiens de systèmes dysfonctionnels pour devenir des porteurs de conscience. Et ton éveil fait partie essentielle de cette transformation collective. Alors, si ce contenu touche quelque chose en toi, si tu as senti que d'une manière ou d'une autre, tu entendais parler de toi, de ta vie, de ta douleur, de ta force, je t'invite maintenant à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes comme toi et laisse en commentaire une affirmation positive qui reflète ta nouvelle vérité. Écris ceci, « Aujourd'hui, je choisis ma vérité ». Et lorsque ce choix pour sa propre vérité est posé, quelque chose de subtil, mais de profond, commence à se déployer. Il n'y a pas de feu d'artifice, ni de grands applaudissements. Ce qui vient, en réalité, c'est un silence, un vide étrange, comme si le sol familier avait disparu. Mais ce sol était fait de concessions, de silence avalé, de rôles imposés. Il devait s'effondrer pour que tu puisses construire un nouveau terrain, solide, véritable, où tes pas te mèneront enfin vers des lieux qui ont du sens, pour toi. Et oui, c'est inconfortable au début. Après tout, pendant si longtemps, tu as été ce que les autres attendaient de toi. Tu étais ce dont ta famille avait besoin, ce que tes amis demandaient, ce que tes partenaires exigeaient. Ton moi a été sculpté par les besoins des autres. Et maintenant que cette carapace commence à tomber, tu peux avoir l'impression qu'il ne reste plus rien. Mais il reste l'essentiel. Il reste ce qui est vrai. Il reste toi. Cette phase ressemble à réapprendre à marcher. Elle est étrange, souvent solitaire, mais c'est là que tu recommences à redécouvrir tes propres désirs, ce que tu aimes, ce en quoi tu crois, ce que tu veux construire à partir de maintenant. Pour la première fois, tes choix ne sont plus guidés par la peur de décevoir. Ils sont guidés par le courage d'être honnête avec toi-même. Tu arrêtes de te demander « que vont-ils penser ?» et tu commences à demander « est-ce que cela a du sens pour moi ?» C'est à ce moment que ton empathie devient un outil de guérison et non plus d'auto-anéantissement. Maintenant, tu peux ressentir pour l'autre sans te perdre en lui. Tu peux aider sans te blesser. Tu peux accueillir sans t'effacer. Tu développes une sorte de radar affiné qui te montre, avec une clarté impressionnante, où il y a réciprocité et où il n'y a que consommation. Et tu apprends à te retirer, sans drame, sans haine, sans rien prouver. Tu te retires parce que tu comprends que ton temps et ton énergie sont trop sacrés pour être déversés là où rien ne fleurit. Et alors, quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Tu attires de nouvelles connexions. Des personnes qui ne s'approchent pas parce qu'elles ont besoin de quelqu'un pour réparer leur chaos, mais parce qu'elles veulent marcher aux côtés de quelqu'un qui se connaît, qui se soigne, qui se respecte. Les relations changent. Elles cessent d'être des liens de manque et deviennent des rencontres d'intégrité. Tu ne deviens pas inaccessible, tu deviens sélectif, et c'est sain. C'est de la maturité émotionnelle.
c'est de l'amour-propre en action. Beaucoup d'empathes, à ce stade, se demandent « Ai-je trop changé ?» La réponse est « Non. Tu es simplement revenu à ce que tu as toujours été avant d'apprendre à te cacher. » L'empathe activé n'est pas une version dure de lui-même. Il ne se ferme pas par amertume. Il se ferme par sagesse. Il ne crée pas des barrières par froideur, mais construit des limites par intégrité. Il continue de ressentir, peut-être encore plus qu'avant, mais maintenant avec conscience, avec direction, avec choix. Et c'est exactement cela qui effraie ceux qui se nourrissaient de ta confusion, parce que tu n'es plus prévisible, tu n'es plus manipulable, tu n'es plus disponible pour la dysfonction. Ces personnes qui comptaient sur ton céder, ton comprendre, ton rôle de gentil, se retrouvent maintenant face à quelqu'un qui dit non. Et le non d'un empathe guéri a un poids différent. Il vient d'un endroit de paix, pas de colère. Et c'est pour cela qu'il désarme. Il clôt des cycles. Il met un point final à des histoires où autrefois, il n'y avait que des points de suspension. À partir de là, l'empathe commence à percevoir la valeur du silence. Plus ce silence de celui qui avale tout pour éviter les conflits, mais le silence de celui qui choisit de ne plus dépenser son énergie là où il n'y a pas d'écoute, de celui qui ne cherche plus à convaincre, à justifier ou à s'expliquer. Il y a une paix profonde dans le simple fait de laisser les autres penser ce qu'ils veulent et d'avancer avec légèreté, non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu n'as plus besoin de validation pour exister. C'est cette liberté que Jung observait avec fascination dans ses études. Le moment où l'empathe activé devient psychologiquement invincible, non pas parce qu'il s'est blindé contre le monde, mais parce qu'il a commencé à vivre dans un alignement intérieur total. Et cet alignement est son bouclier. Il n'y a plus de place pour la culpabilité manipulée, ni pour les jeux émotionnels, ni pour les liens basés sur le contrôle. Tu vois tout, tu perçois tout, mais tu choisis ce qui mérite ton attention. Et dans ce nouvel espace, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produit. Tu commences à impacter les autres sans avoir besoin de beaucoup parler. Ta simple présence, ton regard assuré, ta posture sereine, poussent les autres à revoir leur comportement. Ceux qui étaient habitués à te prendre comme béquille émotionnelle sont maintenant forcés de regarder leur propre reflet. Certains vont résister, accuser, essayer de te ramener à ton ancien rôle, mais tu n'entres plus dans ce costume-là. D'autres vont grandir, s'inspirer, suivre ton exemple et commencer leur propre processus d'éveil. Parce que c'est ce qui arrive à l'empathe qui se retrouve. Il devient un phare, il éclaire par l'exemple, par la cohérence, par la vérité. Et sa lumière dérange, oui, mais elle libère aussi, elle réveille, elle provoque des transformations. Et cette lumière vient d'un endroit très précis, du retour à sa propre essence. Il n'y a plus de masque, plus de performance. Il y a un être entier, conscient, capable de sentir le monde sans s'y perdre. Un être qui a compris que son empathie n'est pas une condamnation, mais une mission, à condition d'être guidé par la conscience et non par les blessures. Jung savait que des empathes désintégrés, blessés, pouvaient devenir les pires manipulateurs, car ils connaissent les douleurs de l'autre mieux que personne. Mais il savait aussi qu'une fois guéris, ils deviennent les guérisseurs les plus puissants, non par technique, mais par présence, par vérité, par intégrité. Ils n'ont plus besoin de prouver qu'ils sont bons. Ils le sont, et cela suffit. Ils ne cherchent plus à sauver le monde. Ils vivent simplement de manière si authentique qu'ils inspirent le monde à se sauver lui-même. Et peut-être que tel est le plus grand héritage de l'empathe activé. Vivre d'une manière si honnête avec son âme que le simple fait d'exister devient une invitation à la conscience collective. Ils n'essaient pas de convaincre. Ils n'ont rien à prêcher. Ils sont. Et être pleinement est le plus beau cadeau qu'un empathe puisse offrir, non seulement au monde, mais à lui-même. Et sur ce chemin de reconnexion à ce qu'il est vraiment, l'empathe activé commence à percevoir quelque chose d'essentiel. Il n'a jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être accepté. Il a seulement été convaincu qu'il devait l'être. Et cela change tout, parce que cette perception apporte non seulement la libération, mais aussi la guérison. La guérison de cette sensation d'inadéquation, de ce poids de se sentir toujours à côté, de ce vide qui venait de tenter de s'adapter à des espaces où il n'y a jamais vraiment eu de place pour lui. Tu commences à comprendre que le problème n'a jamais été de ressentir trop. Le problème était de tout ressentir sans direction, sans filtre, sans conscience, et surtout sans réciprocité. C'était donner sans recevoir, accueillir sans être accueilli, comprendre sans être compris. C'était porter une balance toujours déséquilibrée, penchée vers les autres, pendant que tu te laissais en dernier.
ou que tu ne te mettais même pas dans l'équation. Maintenant, tout change, parce que tu te places enfin au centre de ta propre vie. Non pas par égoïsme, mais par responsabilité, parce que toi seul peux prendre soin de ton énergie. Toi seul sais ce qui te consume, ce qui t'élève, ce qui te paralyse ou ce qui t'impulse. Et cela te donne un nouveau type d'autonomie, émotionnelle, spirituelle, même physique. Tu commences à quitter les lieux qui te drainent, sans adieu dramatique. Tu comprends simplement que tu n'y appartiens plus, et cela suffit. Les gens le sentent. Non pas parce que tu dis quelque chose clairement, mais parce que ta fréquence change. Tu n'es plus disponible pour les conversations superficielles, pour les jeux émotionnels, pour cette obligation déguisée en gentillesse qui, en réalité, était de l'exploitation affective. Tu commences à poser des questions plus profondes. Cette connexion me nourrit-elle ou me consume-t-elle? Et sans culpabilité, tu choisis de t'éloigner de ce qui ne te renvoie plus rien. Jung observait qu'après ce point de bascule, l'empathe ne fait pas seulement preuve d'une meilleure protection. Il devient une sorte de miroir vivant, un reflet qui montre à l'autre exactement ce qu'il est, sans phare. Non pas parce qu'il veut confronter, mais parce que sa présence n'absorbe plus le mensonge. Elle révèle, silencieusement, avec précision. Et ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre vérité se sentent dérangés. Parfois, ils s'éloignent. D'autres fois, ils réagissent, attaquent, essaient de te ramener à ton ancien rôle. Mais tu ne reviens pas, parce qu'une fois que tu t'es vu, tu ne peux plus te cacher. L'ancienne dynamique où tu étais le port sûr émotionnel de tout le monde commence à se dissoudre. Tu réalises que tu n'as pas toujours été une ancre. Parfois, tu as été une prison. Et comprendre cela fait mal, mais c'est nécessaire. Parce que dans cette douleur naît une conscience qui t'empowerise. Tu n'as aucune obligation de porter le monde sur tes épaules. Ce n'est pas ta mission de sauver tout le monde. Et ce que tu appelais amour n'était pas toujours de l'amour. Parfois, c'était la peur d'être rejeté. Parfois, c'était le besoin d'être nécessaire. Et maintenant, tu commences à aimer depuis un autre endroit. Un endroit plus propre, plus libre, plus entier. C'est à ce moment que tu regardes aussi en arrière, avec compassion, cette version de toi qui faisait ce qu'elle pouvait avec les outils qu'elle avait. Tu ne te juges plus pour t'être annulé. Tu comprends et tu remercies. Parce que c'est elle qui t'a conduit jusqu'ici. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de cette armure. Tu n'as plus besoin d'être le sauveur, le compréhensif éternel, celui qui pardonne toujours, celui qui n'impose jamais de limites. Maintenant, tu peux simplement être toi, avec toutes tes couches, tes forces, tes douleurs, tes désirs. Et cela suffit. Ce tournant te fait aussi retrouver quelque chose que tu avais laissé sur le chemin, tes propres rêves. Pendant des années, tu as repoussé tes projets, tes plans, tes désirs les plus intimes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de toi, toujours une crise à gérer, toujours un poids extérieur plus fort que l'appel intérieur. Mais maintenant, cet appel intérieur devient plus fort. Il réclame de la place, et tu commences enfin à l'écouter. Tu découvres peut-être que tu veux créer quelque chose de nouveau, une nouvelle carrière, une nouvelle routine, un nouveau mode de vie, quelque chose qui t'appartient, qui naît de ton cœur et non des attentes des autres. Et même si le chemin est incertain, il contient une chose que tu n'avais jamais sentie d'aussi fort, du sens. Il a du sens. Il te porte, t'éveille, te défie, mais t'accueille aussi, parce qu'il est à toi. Et lorsque tu commences à vivre en alignement avec ce but intérieur, tu cesses de survivre et tu commences à vivre. À ce stade, l'empathe ne devient pas quelqu'un d'inaccessible. Il ne devient pas froid, distant ou indifférent. Au contraire, il devient profondément humain, mais avec conscience, avec discernement. Il aime avec présence, écoute avec le cœur, accueille avec vérité. Mais il sait aussi dire non. Il sait quand s'arrêter, quand se retirer, quand préserver son énergie. Parce qu'il sait désormais que l'amour véritable n'exige pas l'auto-abandon. Il ne confond plus soin et dépendance, accueil et disparition de soi. Et c'est ainsi qu'il devient une référence. Non pas dans le sens d'être supérieur, mais dans celui d'être solide. Il inspire sans effort, parce que sa vie devient le reflet de ce qu'il croit. Et cela, en soi, enseigne. C'est un exemple qui ne vient pas du discours, mais de la cohérence, de la manière dont il se positionne, dont il prend soin de lui, dont il soutient ses limites sans agresser, dont il offre de l'amour sans s'effacer. Jung disait que l'empathe, en intégrant son ombre, cesse d'être gentil pour être réellement bon. Parce qu'être gentil, c'est plaire à tous au détriment de soi. Mais être bon, c'est choisir la bonté depuis un lieu de force, de conscience, d'intégrité,
La bonté n'est plus une monnaie d'échange, c'est un choix. Et quand tu choisis d'être bon et non gentil, tu respectes l'autre sans te trahir. Tu deviens digne de confiance, non pas parce que tu t'offres tout entier, mais parce que tu sais exactement ce que tu offres. Et c'est ici que tout s'aligne. L'empathe éveillé, activé, individualisé n'est plus le même. Il est plus conscient, plus entier, plus fidèle à lui-même. Et même avec moins de personnes autour, avec des liens plus sélectifs, il se sent plus connecté que jamais. Parce que désormais, les connexions sont vraies. Elles viennent de l'élan, non du manque, de la liberté, non de la nécessité. D'âmes qui se reconnaissent et marchent côte à côte, sans exigence, sans masque, sans intrusion. C'est cet empathe dont le monde a besoin, non pas celui qui absorbe tout en silence, mais celui qui, avec lucidité et amour, transforme les environnements par la simple décision de ne plus se trahir lui-même. Ainsi, l'empathe, autrefois écrasé par ses propres perceptions et par ce besoin constant d'approbation, renaît comme quelqu'un qui non seulement ressent avec profondeur, mais qui enfin comprend la valeur de ressentir avec sagesse. Son empathie, désormais affinée et guidée par la clarté, cesse d'être une ouverture béante, absorbant tout autour d'elle, pour devenir un champ de force sélectif. Un champ où n'entre que ce qui est réel, réciproque, constructif. Il est curieux de constater qu'à ce stade de sa trajectoire, il regarde en arrière et comprend avec netteté que tout ce qui a tant fait souffrir avait une fonction, non pas comme une excuse pour la douleur, mais comme une révélation. Il réalise que le chaos émotionnel dans lequel il a vécu pendant tant d'années n'était pas aléatoire. Il faisait partie du processus de déconstruction de ce qui lui avait été imposé, afin qu'il puisse enfin construire celui qu'il est vraiment. Et cette construction, désormais, ne dépend plus de personne. Il ne cherche plus à être défini par les autres. Il se définit, il se possède. Et cette appartenance est puissante, parce qu'il n'y a plus besoin de lutter pour être vu. Quand l'empathe se voit, s'accepte et s'honore, la lutte cesse, la scène se dissout, le personnage est abandonné. Ne reste que l'être, vrai, transparent, présent, et le monde répond, non par des spectacles, mais par des rencontres, par de nouvelles connexions, par des personnes qui vibrent sur la même fréquence, par des situations qui reflètent son nouvel état intérieur, parce que tout commence à l'intérieur, et l'empathe guéri le sait. Il ne se désespère plus devant le conflit, parce qu'il sait désormais que le conflit est souvent une invitation à la transformation. Il ne s'effraie plus de l'éloignement de certaines personnes, parce qu'il comprend que ce qui est vrai demeure, et ce qui s'éloigne n'a fait que remplir sa fonction. Il ne court plus après, il marche, et il marche avec légèreté, parce qu'il ne porte plus le poids des autres, ni les attentes qui n'ont jamais été les siennes. Il ne porte que ce qui lui appartient, et cela c'est la liberté. Et peut-être que ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est que l'empathe ne devient pas quelqu'un de distant ou d'endurci. Il reste aimant, mais désormais aimant avec conscience, aimant avec discernement. Il offre le meilleur de lui-même sans se vider, et cela crée une nouvelle manière d'aimer, plus propre, plus vraie, plus saine. Un amour qui n'exige pas de sacrifice pour exister, mais de la présence, du choix, de la responsabilité émotionnelle. Il a compris que son énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur ceux qui n'en reconnaissent pas la valeur. Et c'est pourquoi il la donne désormais avec intention, avec respect de soi, avec discernement. Il continue d'être un miroir, mais un miroir propre, qui reflète exactement ce qui se trouve devant lui, sans distorsion, sans filtre, sans chercher à sauver qui que ce soit. Il montre et laisse l'autre choisir ce qu'il fera de ce reflet, car voilà la maturité émotionnelle qu'il a atteinte. Carl Jung savait que cette empathe individualisée était rare, mais lorsqu'il apparaissait, son existence était révolutionnaire, parce qu'il ne guérissait pas seulement lui-même. Il guérissait des générations. Il rompait des schémas qui se répétèrent dans le silence. Il ouvrait la voie à un nouveau modèle d'être humain, plus intègre, plus conscient, plus vrai. Un être qui vit les yeux ouverts, le cœur éveillé et l'âme en paix pour s'être enfin retrouvé. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si ce parcours a résonné en toi, peut-être es-tu exactement en train de traverser cela. Peut-être que quelque chose en toi bouge, se réorganise, se transforme. Et même s'il reste des doutes, des peurs ou de la confusion, sache ceci, cela fait partie du processus. Tu es sur le chemin, tu te souviens de qui tu es, tu cesses de te modeler pour enfin te révéler. Et quand ce processus se conclut, et il se conclut toujours, même s'il demande du temps, tu découvres que ce que tu désirais le plus n'a jamais été d'être accepté par tous.
Ce que tu désirais profondément, c'était pouvoir être toi-même, entier, libre, conscient, vrai. Et maintenant, tu l'es.